Bonjour, je suis Patrick Robert. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que faisaient les traders, les sales, les originateurs, les syndicateurs dans une salle des marchés? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment est organisée une salle des marchés dans une banque d'investissement? Et ben voilà, nous allons parler de ça aujourd'hui et c'est parti. En fait, au sommaire, ce que nous allons voir, c'est la structure du front office. La structure du front office, en fait, ça sera essentiellement les acteurs du front office et leur interaction avec le monde extérieur et les relations qu'ils auront à l'intérieur de la salle des marchés elle-même, c'est-à-dire les fonctions support. Ensuite, on va voir le trader. Le trader, en fait, on va aller droit au but. Je vais présenter le business model du trader, c'est-à-dire comment il fait pour gagner son argent, quel schéma il utilise pour gagner son argent, et on va prendre un exemple concret de swap de taux d'intérêt. De swap de taux d'intérêt que je vais décrire pas à pas, excusez-moi. Ensuite, on va voir le structureur. Alors le structureur, en fait, est là pour mettre en place des obligations structurées. Donc ça sera des obligations qui sont sur mesure. Et on va voir aussi, de la même façon, une description très détaillée, pas à pas, de la façon dont le structureur va monter son produit. On va passer ensuite au sales. Le sales, ce qu'on va voir plutôt, c'est le côté relationnel qu'il aura avec les différents protagonistes, essentiellement avec le trader et avec le client. Nous continuerons avec le quant, mais là le quant c'est plus une description de son travail et sa relation avec le trader. On va voir l'analyste aussi, de la même façon, quel est son travail et quelle est sa relation avec le trader. Et nous terminerons avec les métiers du primaire, où nous évoquerons le rôle du syndicateur et le rôle de l'originateur. Voilà, donc on va commencer. Déjà, au niveau du contexte, nous sommes sur les marchés de capitaux. C'est-à-dire que les marchés de capitaux, c'est la division sur laquelle on va travailler. On aura quelques interactions avec la fusion-acquisition, notamment sur le swap de taux d'intérêt. On va avoir un contact avec le corporate banking, mais on ne verra pas le financement des entreprises, des conseils et les sociétés de gestion. Donc on est vraiment sur le domaine du marché de capitaux et surtout sur le domaine du financement. C'est vraiment le financement. Et le trading, évidemment. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les acteurs du front office. L'intérêt de ce schéma, c'est que nous allons voir que nous sommes à l'intérieur, ce que j'appelle banque, en fait, c'est toutes les salles des marchés qu'on peut trouver dans la banque. Et tout en haut, vous voyez la presse financière, Bloomberg, client, marché, contrepartie. Ça, c'est les relations avec le monde extérieur. On va commencer par les relations de l'économiste. L'économiste, en fait, c'est un analyste de recherche, mais sur de l'analyse fondamentale. Il va produire des publications pour des opportunités d'achat ou de vente. Et pour cela, il va la publier dans la presse financière. En donnant en entrée, l'économiste va voir Bloomberg TV, Reuters TV ou CNBC. C'est comme ça qu'il va pouvoir avoir des informations du marché, globalement, et se forger une opinion pour pouvoir faire ses publications. Ensuite, on va passer au sales. Alors le sales, il a une particularité, c'est que le sales, c'est le seul qui est en contact avec les clients extérieurs, les clients de la banque. Tous les autres protagonistes n'ont pas de contact avec les clients, il n'y a que lui qui a des contacts avec les clients. Le sales va travailler évidemment avec les quants et les IT quants, mais il va surtout travailler avec le trading. La flèche que j'ai mis là, entre le sales et le trading, c'est une flèche à double sens. En fait, très schématiquement, pour expliquer du début, le client va faire une demande au sales, le sales va relayer la demande au trader, le trader va répondre et on va faire le chemin inverse. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le trader n'aura jamais de contact direct avec le client parce que de par son métier, il lui est très difficile d'en même temps avoir des relations commerciales, il va être coupé toutes les 2 minutes, et faire le marché. C'est-à-dire le plus important dans son métier, c'est de déterminer un prix. C'est ce qu'on va voir vraiment en détail tout à l'heure. Maintenant, si on passe au trader, le trader, il est en contact avec le marché, c'est-à-dire la bourse,
La bourse essentiellement, les dépositaires, les conservateurs, etc. Et il va aussi travailler avec les contreparties de gré à gré. Donc, quand on va travailler avec une contrepartie, ça sera plus une opération sur mesure, et on sera donc en OTC, en over the counter, en OTC, en de gré à gré, pardon, et quand il sera sur le marché, on parlera plus de contrepartie centrale. C'est-à-dire que il va initier une opération, mais c'est pas lui qui va faire l'opération, c'est directement Euronext ou le NYSE ou le Nasdaq, etc. Le trader, on l'a évoqué un peu avant le début de la formation, il va avoir des contacts avec le risk management. Avec le risk management, en fait, l'essentiel, ça sera de déterminer ses limites de trading. Jusqu'à quel point il peut faire une opération, pour quel montant, quel est le risque maximal qu'il pourra subir. Voilà. Donc, tel que je l'ai décrit, là, on est dans le monde du front office. La partie bleutée, c'est dans le monde du front office. Ensuite, en bas, on va passer au back office. Évidemment, il y a toujours des plateformes de trading. Là, on va se focaliser. Là, enfin, dans le schéma dont je parle, c'est une plateforme uniquement front office. Hein. Il n'y a pas du tout on n'est pas dans la solution front to back. On est juste sur du front office. Ensuite, on va voir les fonctions du middle office que je ne vais pas décrire parce que c'est hors scope. C'est juste pour dire que, en fait, le trader, pour gérer tous ces risques, sera en contact avec le middle office. Par exemple, au Crédit Agricole, ça s'appelle le suivi d'activité, où il gère le risque de marché, le risque de crédit, le risque de taux et le contrôle. Pour finir sur ce schéma, on va voir le contrôle, c'est-à-dire les PNL. Tous les jours, en fait, ce service-là de contrôle va générer les PNL et il va envoyer des reports aux traders pour qu'ils puissent les vérifier. Et il va falloir expliquer le PNL quand il y a des écarts. En fait, le bloc que vous voyez tout en bas à droite, explication du PNL, ça intègre le PNL officiel, donc le PNL économique et le PNL comptable. Mais il faut qu'ils correspondent, il faut que les deux PNL correspondent. Et comme ça, en fait, il y aura des contacts entre les traders et le back-office. Volontairement, j'ai parlé que de ces interrelations-là, parce que tout ce qui est back-office, après, c'est un autre domaine. Voilà. Hop, voilà. Donc maintenant, nous allons parler du trader. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Là, ce que je présente, c'est le business model du trader. C'est-à-dire que comment un trader fait pour gagner de l'argent. Le terme qu'on utilise sur les marchés, c'est le trader fait le marché. Il fait le marché, il apporte de la liquidité, donc c'est lui qui est vraiment le centre névralgique du business, et c'est lui qui va générer le profit. C'est la source principale du profit d'une salle des marchés. Donc, imaginons par exemple que vous soyez dans la peau d'un investisseur, d'accord ? Vous avez en face de vous ce schéma. Ce qu'il faut regarder, c'est bid, mid et offer. Voilà. Si vous prenez le offer, si par exemple vous voulez faire l'acquisition d'une opération sur les marchés, vous allez regarder la case là, trader vend à 92. Donc vous, si vous achetez en tant qu'investisseur, vous allez acheter une opération à 92 $. D'accord ? Ensuite, si on suppose par exemple que le trader, il va acheter, donc vous avez vendu, lui il va acheter à 92 et simultanément il va vendre à 90, il va faire un gain de 2 $. En fait, ce gain de 2 $ représente ce qu'on appelle le spread. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de son business. Tout son travail va consister en fait à gérer ce spread, à l'élargir en fonction de ses risques, en fonction de son appétit pour le profit, et aussi en fonction de sa relation avec le client. En fait, les clients des salles des marchés sont aussi eux des professionnels, et en règle générale, ils savent si le spread fait par le trader est exagéré ou pas. Donc il va falloir qu'ils jouent sur cette partie-là. Voilà. Vous avez des questions à ce niveau-là peut-être ? Non, pas pour l'instant. Ok. Maintenant, je vais évoquer succinctement comment il va faire. Le trader, il va déterminer son prix.
Donc pour déterminer son prix, en fait, si on prend ce qu'on appelle des données observables, c'est-à-dire que des données qui sont publiées sur les cotations électroniques, il a les prix sous les yeux. Tout ce qu'il va devoir faire, c'est déterminer quel prix va-t-il choisir. Donc pour ça, il va consulter le marché interbancaire, donc les cotations électroniques qui sont faites sur les marchés. Il va s'informer auprès du client. Si par exemple il lui dit voilà il y a tel ou tel niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Il va regarder les cotations qu'il y a sur les bourses, sur les produits sur lesquels il est intéressé. Il va regarder les médias, Bloomberg, Reuters, etc. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que là on est sur une méthode empirique. Là on n'est pas sur une méthode scientifique parce qu'on parle de données publiées. On est sur des données qui existent déjà. Donc en fait lui il fait son marché, en fait il va regarder ce qui l'intéresse. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il va tenir compte de l'environnement de marché. Il va tenir compte de la liquidité. La liquidité, c'est quoi exactement? La liquidité, en fait, c'est si par exemple il veut faire une opération de marché, il va déjà regarder si c'est possible de la faire. Si par exemple il a fixé un niveau de prix à 10, il va regarder si à 10 il y a du volume. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à si je le vends à 10, est-ce que je peux faire mon marché ou j'ai aucune chance? Vous voyez? Ensuite, il y a la volatilité pour sa couverture. Si, au moment où il a initié son opération, c'est-à-dire qu'il a vendu à 92 et que la volatilité est très erratique, qu'il constate une volatilité très erratique, il se peut que quand il va racheter à 90, comme on a vu tout à l'heure, il fasse une perte. Il ne fait pas un gain de 2 $, mais le cours est monté tout d'un coup à 95, donc il va faire une perte de 3 $. Donc il doit tenir compte de ça aussi. Là, en fait, la partie que j'explique, comment détermines-tu le juste prix, ça, c'est vraiment la compétence du trader. Je parle bien de données publiées, et ça dépend vraiment de son feeling. C'est presque, enfin, j'exagère peut-être, mais c'est presque de l'art. On est dans c'est du relationnel, du ressenti, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va passer au swap de taux d'intérêt. Alors, le swap de taux d'intérêt, là en fait, l'objectif de la démonstration que je vais faire, je vais essayer de vous démontrer comment le trader à la fin il a gagné son argent. Voilà, ça sera le but final. Bon, c'est quelques millions. Donc déjà, un swap de taux d'intérêt, c'est quoi? Un swap de taux d'intérêt, c'est, supposons par exemple que vous avez un montant d'intérêt de 1 000 € à payer aujourd'hui. Vous êtes la banque A. En face de vous, il y a une banque B qui a 1 100 € d'intérêt à payer. Ce que vous allez faire, par l'intermédiaire de ce swap d'intérêt-là, vous allez l'échanger. C'est-à-dire que vous, au lieu de payer les 1000 de votre contrat initial, vous allez payer 1100. Et inversement. Et la banque B, elle va payer 1000. C'est ça le but du swap de taux d'intérêt. Maintenant, on va rentrer sur l'exemple concret. À la suite d'une opération de fusion-acquisition, Supermarché a reçu un financement de 7 milliards de livres au taux variable Libor. Donc ça veut dire en fait que Supermarché, pour financer sa croissance externe, a bénéficié d'une obligation de 7,5 milliards de livres au taux Libor. Libor, en fait, c'est un taux variable, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un taux qui, en fonction du moment où on fait l'opération, n'aura pas la même valeur, il fluctue. Donc ça, variable, donc il fluctue. Alors, comment il fluctue? En fait, le Libor, c'est London Interbank Offered Rate, c'est une moyenne arithmétique sur une période. Alors, on a le Libor 1 mois, le Libor 3 mois, le Libor 6 mois et le Libor 12 mois. Sur l'opération qui va nous intéresser, on va prendre le Libor 12 mois. Si par exemple on prend le Libor 3 mois, on va regarder toutes les valeurs qui ont été données par les principales banques anglaises qui contribuent à la valeur du Libor, et on va faire une moyenne arithmétique sur 30 jours. Sur le 3 mois, on va faire une moyenne arithmétique sur 90 jours, après sur 480 jours, après sur 360 jours. Donc voilà. Autre spécificité du Libor, en fait, il est dans différentes devises. On a le Libor euro, on a le Libor livre, le Libor dollar, etc. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser au Libor livre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui justifie le swap de taux d'intérêt? Ce qui le justifie, en fait, c'est que le trésorier du Supermarché a remarqué que le Libor, sa valeur montait. Il anticipe une hausse du taux du Libor dans le futur.
Et comme il a une obligation à 5 ans, et si pendant 5 ans ça monte, et que lui, il paye le montant d'intérêt, son montant d'intérêt va monter de plus en plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 7,5 milliards de dollars. Si on prend 1% de 7,5 milliards de dollars, ça fait quand même 75 millions. Si ça monte à 2%, il va devoir payer 150 millions tous les ans d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va voir la salle des marchés, il lui dit « Écoutez, moi je ne veux plus payer du taux variable, mais je veux payer du taux fixe. » Vous voyez? Donc, à chaque fois, tous les ans, quand il va payer son montant d'intérêt, il ne va plus payer que du taux fixe. Donc, on est sur la deuxième partie du schéma. Supermarché, et cette fois-ci, c'est supermarché et la salle des marchés. On a déterminé que le trader a déterminé que le taux fixe qu'il allait appliquer à supermarché, la proposition commerciale qu'il va faire à supermarché, est 3,15%. Ça, on va déterminer comment il l'a trouvé. Ce qu'il détient comme information, c'est que c'est du Libor plus 2,04. Pour l'instant, on ne connaît pas la valeur du Libor. On sait juste que c'est du Libor, et c'est ça qu'on va voir justement. Quelle est la valeur du Libor qu'on constate sur le marché au moment où le trader va faire sa proposition commerciale. Donc vous voyez bien les deux parties. Il y a la partie qui est l'opération initiale, l'obligation, avec les 7,5 milliards de dollars, et la partie supermarché, salle des marchés, là c'est le swap lui-même. Et la couverture, c'est contre le risque d'une hausse du taux du Libor. On passe maintenant, on va commencer à rentrer dans l'échéancier du swap de taux d'intérêt. Donc, en fait, là, c'est exactement le même schéma que précédemment, mais on commence à s'intéresser au flux. Donc, c'est sur 5 ans. Regardez bien, sur la première ligne, vous avez marqué date début, et vous voyez 7,5 milliards de livres, en fait c'est de dollars, de livres. En fait, ça représente le montant de l'obligation. Là, il y a eu mouvement de capital. On a vraiment donné 7,5 milliards en obligations à Supermarché. Il a emprunté cette somme-là. Donc là, il y a un mouvement de capital. Ensuite, si on reste toujours sur la ligne début, vous voyez qu'il est marqué 0 sur les deux lignes. Parce qu'en fait, sur un swap de taux d'intérêt, on parle de notionnel, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un montant de capital, mais ce montant de capital est en quelque sorte fictif, il n'existe pas. Il va servir juste à calculer le montant des intérêts futurs. Après, quand on part de l'année 1 à l'année 5, on voit donc que Supermarché, il est toujours détenteur de son taux Libor et que la salle des marchés, elle va faire sa proposition à 3,15%. Donc pour l'instant, vous voyez que les chiffres, mais on va décortiquer petit à petit. Voilà, on rentre encore plus dans le détail. Donc, c'est le même tableau que précédemment. La salle des marchés paiera le coupon flottant sur la dette à Supermarché en échange d'un taux fixe. Aujourd'hui, donc, supposons que la proposition commerciale soit acceptée et que Supermarché accepte de faire affaire. Pour l'instant, il paye le coupon flottant, d'accord? Il paye le coupon flottant. Au lieu de payer le coupon flottant, ça va être la salle des marchés qui va payer le coupon flottant, et lui, il va payer 3,15% à la salle des marchés. Voilà. Là, vous voyez, le phénomène de swap est en train de se réaliser. On est, sur cet échéancier-là, on est sur un Libor 12 mois. Donc, tous les ans, en fait, eh bien, on va refaire cette même opération de swap. On est aussi sur une opération qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire que l'échange de flux se fera à la même date. Parce qu'en fait, sur le swap de taux d'intérêt, on parle aussi de swap asynchrone, c'est-à-dire que les flux sur une des jambes, par exemple le Libor, ça va être une jambe, le 3,15 ça va être une autre jambe, sur une des jambes ça va être à 6 mois, et sur l'autre jambe ça va être à 1 an. Donc en termes de flux, ça veut dire que si on est synchrone, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, les $1000 si par exemple on va dire que le Libor plus de 4,4% ça fait $1000 et que les 3,15% de fixe ça fait 1100, on va pas échanger 1000 et 100, on va échanger ce qu'on appelle un différentiel, on va échanger que 100. Par contre, si on est en asynchrone, on va échanger, si par exemple sur 6 mois c'est 1000 et sur 1 an c'est 1100, là par contre on va échanger le montant brut. Voilà. Ensuite, l'obligation de Supermarché en coupon Libor plus une marge de 2,04.
Donc, la marge de 2,04, c'est hors du swap de taux d'intérêt. Hein. C'est l'opération commerciale du départ. C'est la rémunération de l'opération initiale de l'obligation. D'accord ? Il faut bien faire la distinction là. Là, nous, en tant que salle des marchés, on n'a pas les 2,04, on n'a aucune marge dessus. C'est sur l'opération de départ. Nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est ce qui se passe sur le Libor. On va gérer le Libor, on va faire notre argent avec le Libor. Vous voyez ? Mais on va voir les chiffres après. Donc, voilà. Donc la salle des marchés va donc se rémunérer sur l'argent flottante. Avec le Libor, il va déterminer le spread que je dis tout à l'heure, et on va voir le bénéfice qu'il va faire, et il va recevoir le taux fixe. Voilà. Donc, dernière chose, le Libor plus 2,04% et les 3,15, c'est flat. C'est-à-dire que les deux montants doivent être les mêmes. Il ne doit pas avoir de différence au moment de l'échange de flux d'intérêt entre le Libor 2 plus 4% et le taux fixe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est défini. En fait, c'est le trader qui cette opération de swap de taux, c'est vraiment le trader qui le fait. Donc il fait pas une opération avec la banque B comme tout à l'heure. C'est vraiment il fait l'opération qu'avec Supermarché. Donc c'est lui qui détermine tous les flux en fait. Donc mais forcément il est flat. Voilà. Il y a des questions à ce niveau-là ? Voilà. Donc on continue. Ensuite, là on va rentrer plus dans les détails. Donc on va enfin découvrir quelle est la valeur du Libor. Donc ce que le trader propose, c'est 1,11%. Donc, dans la colonne du milieu, là, Supermarché reçoit les intérêts du swap, vous avez le Libor. Donc, cette valeur Libor-là, elle vaut 1,11%. Cette valeur 1,11%, elle contient le spread du trader. D'accord ? On va voir après pourquoi. Donc, les 1,11% est la valeur du Libor, plus sa marge que prend le trader pour se rémunérer. Bon, voilà. Par contre, comme j'ai dit que ça doit être flat, il faut que des deux côtés des jambes, on rajoute 1,04%. Donc ça veut dire, si je prends la valeur du Libor qui est 1,11%, 1,11% plus 1,04%, ça donne 3,15%. Donc vous voyez, on est flat. C'est ce qui permet de dire qu'on est flat. Ensuite, je continue. Maintenant, on va vraiment regarder quelle est la rémunération du trader, parce qu'en fait, c'est ça le but. Le trader va regarder les cotations électroniques du Libor 12 mois sur ses écrans. Il remarque, donc ça c'est la première ligne, que le bid est à 1,05% et que le offer est à 1,07%. Donc comme j'ai dit tout à l'heure quand je vais présenter le business model, c'est le offer qui va intéresser le trader. Le trader il dit voilà, je vois 1,07%, donc moi je vais faire mon marché avec ces 1,07%. Le trader dit donc c'est la troisième ligne, le trader dit qu'il recevra du fixe sur cette transaction à 1,11%. Voilà. Donc voilà, comment il se rémunère ? Quel est le spread qu'il va prendre ? C'est 0,04%, 4 points de base. Il a vu que sur le marché, il y a 1,07%. Il a vu que lui, il peut se rémunérer à 1,11%. Donc il prend une marge de 4 points de base, 0,04%. Maintenant, on va voir si le client est d'accord, mais voilà, c'est ça sa proposition. Après, son offre de 1,11%, donc il y a le bid marché sur 7,5 milliards de dollars en notionnel cette fois-ci, est de 1,01% à 1,11%. Donc là, on a vraiment son marché, son spread, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc le bid est à 1,01%. Par rapport au bid du marché, on est à 0,04%. Donc on est à 0,4% en moins. Par contre, le offer est de 1,07% et si on rajoute 0,04%, on tombe à 1,11%. Donc voilà, c'est exactement ça que va voir l'investisseur par l'intermédiaire du sales. Voilà la proposition du trader, voilà l'échéancier, monsieur le client, qu'en pensez-vous ? On fait affaire ou pas ? Maintenant, je vais essayer d'expliquer une chose un peu plus, un peu pas nébuleuse, mais d'une certaine façon un peu plus complexe. Quand le trader il fait la proposition commerciale, il a fait la proposition, j'ai donné un exemple sur 1,07%. En fait, la réalité c'est qu'il est obligé de faire une proposition sur plusieurs niveaux de offer, c'est-à-dire 1,08, 1,05, 1,06. Donc pour ça il envoie une grille. Ce qui arrive souvent c'est que comme il est là pour faire son travail et que s'il anticipe une volatilité des marchés,
Si le offer qu'il propose est à 1,08%, il va se dire « Oula, il risque d'avoir plus de volatilité dans le futur ». Donc il risque d'élargir son spread. C'est-à-dire que dans l'exemple commercial qu'on a eu, on passe de 1,07 à 1,11. Si on prend un 0,8, ça se trouve à dire « Bon, si c'est 1,08, moi je vous propose 1,13 ». Et c'est ce qu'on appelle des anomalies. C'est ce qui est évoqué dans le livre sur lequel je me suis basé. Et quelquefois, en fait, le client tique. Il dit non, vous prenez une marge de 4 points de base et puis tout d'un coup, vous parlez de 5 points de base. Donc là, ça peut créer des fictions. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, là où on se trouve au stade de la proposition commerciale, rien n'est fait. Par contre, s'il signe le business, les 3,15%, ça sera définitif pendant 5 ans. Donc si jamais le Libor il monte à 1,12 ou 1,13, le trader va perdre de l'argent, il va manger toute sa marge. Il a une marge que de 0,04%, vous voyez. Donc il va manger toute sa marge. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage, c'est que là, tel que je parle là, enfin c'est marqué là en gras, il va faire un bénéfice de 3 millions, d'accord? Mais ça c'est sur l'année 1. L'année 1, il va faire un bénéfice de 3 millions. Après, sur l'année 2, forcément, il va recalculer son fixing. Donc, ça sera peut-être un 0,8, un 0,5, etc. Si c'est un 0,5, il a gagné parce que il va se faire une super marge. Par contre, si c'est un 0,8, sa marge va devenir à 3%. Donc, c'est 0,03%, pardon. Donc, ça va être beaucoup plus embêtant. Donc, voilà. Donc là, vous voyez vraiment un exemple concret de comment peut travailler un trader. Donc, en fait, même si c'est magnifique parce que théoriquement, il fait un profit théorique de 3 millions, on voit quand même qu'il est en risque, il peut quand même en risque, il y a une forte volatilité du Libor. Voilà, vous avez des questions? Alors maintenant, bon là on va voir la journée typique d'un trader. Bien entendu, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est pas un exemple, tout le monde ne fait pas forcément comme ça. Là où je vais attirer votre attention, c'est qu'on commence à 6h30, le trader commence à 6h30, 7h. Il y a 6 occurrences là. Les 4 premières occurrences, revue du PNL, événement de marché, grand événement, niveau de futur, ça, il travaille tout seul et prépare sa journée. Ensuite, gérer les positions et répondre aux demandes des sales. Là, le marché est ouvert, il est 9h, le marché est ouvert et il gère ses positions et il répond aux demandes du sales. Donc en fait c'est vraiment de l'illustration, que cette partie-là c'est sur de l'illustration. Bon, alors la revue du PNL. En fait, chaque jour, le middle office, par exemple celui sur lequel j'ai travaillé chez Cassib, ils font des reports de PNL. C'est-à-dire qu'ils envoient au trader son PNL global et sa répartition sur la journée d'hier. Il envoie ce PNL-là. Très schématiquement, les métriques qui nous intéressent, là, c'est le year-to-date, MTD, le month-to-date, et le daily. On va commencer par le year-to-date. Le year-to-date, en fait, c'est la variation au 31 décembre de l'année N-1. C'est-à-dire qu'on prend un portefeuille. Supposons que ce portefeuille vaille 110. On est le 30 décembre. On arrive le 31 décembre, le portefeuille vaut 115. Donc on a une variation de 5. C'est le year-to-date. Donc on détermine ce year-to-date là, d'accord? Ensuite, on arrive le 1er janvier, on remet tous les compteurs à zéro. C'est ce qu'on appelle la borne zéro. Parce que forcément, on n'est pas sur le même exercice, donc forcément les métriques ne seront pas les mêmes. On arrive au premier, maintenant on va aller sur le daily. On est le 27 mai 2021. On va commencer à voir, on va regarder la variation au 26 mai 2021. Vous voyez, c'est juste, le daily il est en bleu là, il y a une petite flèche, 27 mai et 26 mai. Donc cette petite flèche-là, ça représente le daily. Ça représente la variation sur une journée de son portefeuille. Le month to date, ça représente la variation par rapport au début du mois. Donc comme on est le 27 mai, c'est le 1er mai, d'accord? Le year to date,
ça va représenter sa variation par rapport au 31 décembre. Oui, au 31 décembre, parce qu'on avait dit que la borne 0 est nulle. Voilà. Donc là, en fait, schématiquement, je vous présente ce qu'on retrouve dans un P&L report. On retrouve ça. Là, ce que j'ai pas mis, parce que ça demande une présentation complète, je n'ai pas mis les back values, les opérations qui sont en back value, qu'on doit remettre dans le daily. J'ai pas mis les nouvelles opérations, j'ai pas mis les annulés en place. Voilà. Donc, vous voyez, si la valeur est constituée d'un certain nombre d'opérations, de la valorisation d'un certain nombre d'opérations. On fait la somme de cette valorisation et pour déterminer le daily, on compare à la somme des valorisations de la veille. Mais dans ces opérations-là, il se peut qu'il y ait des annulations. Il se peut qu'il y ait des annulés en place. Il se peut qu'il y ait des nouvelles opérations. Il se peut qu'il y ait des back value, des nouvelles opérations, c'est-à-dire qui sont faites après la journée de trading. Il se peut qu'il y ait des back value. Donc, on est obligé de les intégrer. Donc ça, je ne l'ai pas mis. Il y a des questions là? Ok. Voilà, on continue. Donc là, c'est plus de l'illustration. Je me suis amusé à prendre des écrans Bloomberg. Donc là, en fait, ce qui intéresse le trader, c'est vraiment très simple. Est-ce qu'il y aura des événements dans la journée qui risquent d'impacter son portefeuille? Donc il a pris cet écran-là. C'est le Top Stories, juste ça. Donc après il va regarder, en fait il a l'habitude, hein, il sait déjà où regarder, comment, en fonction de ce qu'il a dans son portefeuille, il sait exactement où regarder. Moi je voulais juste mettre ça en illustration. Ensuite, il va regarder les événements du jour. Alors c'est la même chose, ça peut impacter aussi son portefeuille. En fait, suivant les zones géographiques, suivant les portefeuilles, suivant les produits, etc., il y a des événements qui peuvent avoir un fort impact il peut y avoir de la volatilité, sur le portefeuille du trader. Là, en l'occurrence, on est sur des indices actions, sur le S&P 500, donc la valeur vedette de la bourse américaine, et on a un certain nombre d'événements qu'éventuellement il va gérer ou pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est marqué calendar, là, 95 calendar, output, action. Donc on est sur les actions, event calendar. Et normalement, on doit avoir le nom EVTS. Vous voyez en haut, là, c'est marqué EVTS. Parce qu'en fait, les codes Bloomberg, il y a ces 4 lettres. Vous voyez? On va voir ici, là. Voilà, celle-là, vous voyez en haut, tout en haut, au milieu, c'est marqué WEIF. Donc ça, c'est le nom de cet écran, c'est WEIF. Là, en l'occurrence, c'est l'écran des futurs sur les principaux indices boursiers dans le monde. L'objectif de consulter cet écran, c'est de déterminer le sentiment de marché. Est-ce que le sentiment va être bullish ou bearish? Alors, en fait, c'est pas forcément quelque chose de significatif parce que, en fait, en début de séance, il y a toujours beaucoup de volatilité. Donc, comme vous le voyez, par exemple, sur le Dow Jones, là, on est en vert. Il y a eu quand même plus 39. Donc, il y a 0,116%. Ça pourrait éventuellement être significatif, mais après, quand la séance commence, il se peut que la volatilité s'effondre. Donc, qu'on se retrouve dans un range, c'est ce dont on parle, on se retrouve dans un range, c'est-à-dire on n'est ni à la hausse ni à la baisse, et que finalement, cette volatilité ne veut rien dire. Mais en tout cas, il faut savoir que les traders regardent les niveaux du futur avant qu'ils fassent le marché. On s'intéresse à la séance de trading d'aujourd'hui, d'accord? Par contre, si on regarde en termes d'échéance, tu vois, par exemple, c'est marqué Dow Jones, juin 2020. En fait, ça, c'est l'échéance. Donc, ça veut dire, en fait, cet écran-là, il a dû être pris entre le mai et juin 2020. Il n'y a pas la notion d'échéance. On est vraiment sur la séance de trading. C'est-à-dire, le Japon vient de fermer. Pardon, on est aux États-Unis. Le Japon a fermé. L'Europe a fermé. Nous, les États-Unis vont ouvrir. Quel est le sentiment de marché? C'est voilà pourquoi on regarde ça. Donc tu vois, il y a bien Asia Pacifique, il y a EMA et America. Voilà. Donc c'est vraiment. C'est donc des futurs avec à peu près un mois d'échéance. Non, c'est vraiment la valeur.
c'est vraiment la valeur du jour. C'est la valeur. Il n'y a pas la date malheureusement, mais si par exemple on prend le 30 septembre 2021, ça sera vraiment la valeur au 30 septembre 2021. C'est-à-dire que si tu prends le Dow Jones Mini là, que tu vois en haut, la dernière fois qu'il a été coté, il valait 23 610 points. C'est vraiment l'instantané. C'est ça qui intéresse le trader. En fait, ce qui l'intéresse, c'est ma journée va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Et on n'est pas du tout dans une échéance. Qu'est-ce qui risque de se passer? Quel est le sentiment de marché? Après, encore une fois, j'insiste, hein, il fait pas forcément quelque chose avec, mais au moins il peut déterminer si c'est bearish ou bullish. En fait, à la Société Générale, au desk Action et Indice, tous les jours, il s'amusait à jouer à ça. Bon, quel est le sentiment de marché? Il demandait à Kerviel quel est le sentiment de marché, et puis il répondait ou pas. Donc non, c'est juste ça. C'est tout. Voilà comment ils se servent de ça. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, si en début de séance, il peut y avoir une forte volatilité, donc du coup, et si la volatilité s'effondre, du coup, ce que tu as regardé à 9h peut ne plus être valable à 9h15, tu vois. Donc ça sert plus à rien, quoi. Voilà. Mais c'est un passage obligé parce que c'est le paysage du monde. Les indices, c'est les principaux. Dow Jones, c'est les principales sociétés américaines, presque 3000 sociétés américaines. Les S&P, c'est les 500 entreprises, les blue chips américains. Le CAC 40, enfin, c'est les 40 entreprises américaines. L'Eurosto ici, c'est les 50. Voilà, enfin voilà. Tu regardes, c'est vraiment, ça représente vraiment la réalité des entreprises dans le monde et l'évolution des bourses. Voilà. Donc maintenant, on va passer au structureur. Là, c'est une partie très sympa aussi. Alors, le structureur n'intervient que sur les produits dérivés ou structurés sur mesure. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais de structureur dans une salle des marchés actions. La salle des marchés actions, c'est un actif en lui-même. Il n'est pas transformé par la salle des marchés. Il existe sur les bourses. Il a déjà une cotation définie par avance, par l'offre et la demande. Et donc, voilà, il existe en lui-même. Cet actif n'est pas dérivé. Par contre, si on prend un indice, c'est un produit dérivé. Parce que c'est un produit qui a été fait à partir, si on prend le Dow Jones, le CAC 40, il a été construit à partir des 40 entreprises qui sont cotées, qui ont la plus grosse capitalisation chez Euronext. Vous voyez? Donc on dit que les actions qui sont dans le CAC 40 sont le sous-jacent et que l'indice est le produit dérivé. Il y a aussi les produits structurés. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. On va voir un exemple de produit structuré. En général, en fait, ce sont des produits des bespoke. C'est du produit sur mesure. C'est fabriqué par un client. C'est fabriqué pour un client et en général aussi, c'est à la demande du client. C'est le client qui a demandé qu'on lui construise un produit comme ça. Donc, le rôle du structureur, c'est de trouver des idées de produits financiers rentables pour la salle des marchés. Là, c'est assez impressionnant à quel point ça va être rentable. Et très facilement. Il a un rôle central car la mise en place du produit implique différents services. Alors en fait, le structureur, il ne peut pas construire son produit s'il ne travaille pas pratiquement avec tous les services de la banque. Vous voyez? Et du coup, le produit qu'il va construire, c'est vraiment un travail corporate, quoi. C'est tout le monde. Voilà. Donc on voit en détail là. Sur la partie tout à fait à gauche, là, on a les supports, la conformité et le juridique. Donc, comme dans le cas qu'on va prendre à présent, ça va être une obligation structurée à destination d'investisseurs particuliers. Bien entendu, il faut que la salle des marchés soit complètement blindée, excusez-moi du terme, en termes de conformité et en termes de juridique. C'est pour ça qu'il est en contact avec le structureur et en contact avec la conformité et le juridique. Ensuite, on va passer à la mise en place du produit lui-même. On a tout en haut le desk de financement. Donc ça, c'est le desk de financement qui va lui permettre de financer ce qu'on appelle la partie non risquée. C'est-à-dire c'est du cash. C'est qui va lui donner du cash. En bas, vous avez le trader option sur action. C'est lui qui va lui donner la partie risquée. Ça sera une option. Lui va donner une partie risquée. Donc, en d'autres termes, dans une obligation structurée, on va toujours avoir une partie risquée et une partie non risquée. C'est fait exprès. Parce qu'en fait,
Le but, c'est que là où l'obligation structurée est une opération très intéressante, c'est elle garantit du capital. Si par exemple vous mettez 100 à aujourd'hui, le fait de passer par une obligation structurée et de passer par certains produits vous garantit de retrouver ces 100 dans 5 ans. C'est ce qu'on va voir. Mais en même temps, on peut aussi prendre un peu de risque et acheter une option et se faire un peu d'argent sur cette option. Mais bon, ça, c'est pas sûr. Disons que c'est le bonus. Mais en fait, la vraie chose, c'est qu'on a une partie risquée et non risquée, et on a une protection du capital. Ensuite, on a les sales. Donc, en fait, le structureur, c'est un technicien, il ne sera jamais en contact avec l'investisseur particulier. Il sera en contact, le sales, il sera en contact forcément avec la salle des marchés, mais jamais avec l'investisseur particulier. Là où je vais attirer votre attention, c'est que les sales, comme c'est des investisseurs particuliers, il va considérer qu'ils ne connaissent pas forcément le marché. Donc ils vont leur vendre un produit extrêmement simple. Monsieur le client, on va vous vendre, vous allez faire une sorte de dépôt à terme en quelque sorte, vous allez mettre un capital de 10 000 $ et dans 5 ans, vous allez retrouver ces 10 000 $. Donc vous voyez, par rapport aux fluctuations du marché, de toute façon, dans 5 ans, vous allez retrouver votre argent. Voilà. Donc c'est la proposition commerciale qu'il va faire. Hein. Alors que comme on voit, c'est pas du tout ça. Hein. On voit que c'est quand même plus complexe que ça. Donc voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, donc il y a deux parties, la partie risquée et la partie non risquée. La partie non risquée, ça va être une obligation zéro coupon. Le principe de fonctionnement d'une obligation zéro coupon, c'est tout simple. Vous achetez une obligation aujourd'hui, par exemple, elle vaut 100 et vous touchez un coupon de 10%, c'est-à-dire 10. Et elle est à maturité à 1 an. Donc, si on est le 1er janvier, le 31 décembre, vous allez toucher 100 plus 10 égale 110. D'accord ? Supposons par exemple que cette obligation ne soit pas à maturité 1 an, mais à maturité 5 ans. Donc vous allez mettre 100. Donc tous les ans, vous allez gagner 50. Tous les ans, vous allez toucher un coupon de 10. D'accord ? 10 l'année 1, 10 l'année 2, etc. jusqu'à l'année 5. L'obligation zéro coupon, c'est vous ne touchez vos coupons qu'à la fin, qu'à maturité. Donc aujourd'hui, vous avez 100. Dans 5 ans, vous allez toucher 50 et non pas 10 tous les ans. C'est ça le but de l'obligation zéro coupon. Ça a un intérêt pour qui sait s'en servir. L'option, ça sera un achat de call. C'est-à-dire, c'est le droit d'acheter ou de vendre un sous-jacent à un prix donné, un prix d'exercice donné. Mais bon, c'est pas, on va pas rentrer dans le détail du fonctionnement de l'option, etc. Voilà. Là, on va voir ce qu'on va proposer à l'investisseur particulier. Donc, l'investisseur particulier, on va lui demander de mettre 10 000 livres. D'accord ? Il met 10 000 livres aujourd'hui et dans 5 ans, il va avoir un retour de 10 000 livres. C'est-à-dire qu'on lui vend la protection du capital. C'est ça. Il n'y aura pas de détérioration de son actif, mais il va retrouver la valeur de son actif dans 5 ans. Là, ça, c'est possible en utilisant l'obligation zéro coupon. Ensuite, on va lui mettre une petite cerise sur le gâteau. Sur l'option, on dit que s'il prend le FTSE 100 à maturité, il pourra avoir un petit bonus. Voilà. Mais en fait, là, la probabilité d'occurrence de cet argent en plus ne peut pas arriver parce que c'est comme une option binaire. On va lui dire que si le FTSE dépasse 8000 points dans 5 ans, il va toucher un bonus. Mais bien entendu, la salle des marchés fait en sorte que ça n'arrivera jamais. Ensuite, maintenant, on va vraiment mettre en place le programme. Donc, le programme va consister à acheter une obligation zéro coupon de 200 millions de livres. Ces 200 millions de livres vont être financés intégralement par les investisseurs particuliers. Bon, là, l'exemple que j'ai donné, c'est 10 000, mais il peut prendre 100 000, il peut prendre même 1 million de livres. Donc, il faudrait, si chacun prend 10 000, il faudrait 20 000 investisseurs. Voilà. Donc, vous voyez bien, hein, tout le cash, c'est l'investisseur particulier qui vont le donner.
la salle des marchés le desk de financement va sortir zéro livre. Vous voyez, c'est là que ça devient fantastique. Ensuite, là, on va voir comment il fait son bénéfice. Donc, là, je vais aller lentement. Si par exemple, on dit que on met 200 millions de livres aujourd'hui, d'accord, et que dans 5 ans, ça va distribuer du 10%. On aura 220 millions de livres. Ça, c'est la capitalisation. Nous, on va faire l'inverse. On va faire l'actualisation. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, si par exemple, je veux avoir 100 € dans 5 ans, aujourd'hui, combien je dois mettre? Étant donné qu'on a un taux d'intérêt qui s'applique, en fait, on va mettre que 90, par exemple. Vous voyez, 90 et les 10 vont se construire par capitalisation. Donc là, dans l'exemple qu'on a, on sait que les investisseurs particuliers vont mettre 200 millions de livres à l'engagement dans le programme. Seulement, là où la salle des marchés bon, il fait son métier, il ne va pas mettre 200 millions de livres, il va mettre que 166 millions. Et donc, on dégage directement un bénéfice. Vous voyez, le programme n'est même pas mis en place, qu'on dégage déjà un bénéfice de 34 millions de livres. Tout le monde voit bien l'actualisation, hein? Voilà. Donc ça, c'est pour l'obligation zéro coupon. Donc on a déjà une partie, l'actif risqué est déjà en place. Ensuite, ça c'est ce que j'ai expliqué un peu en substance tout à l'heure, le fait de prendre l'obligation zéro coupon, en fait, au lieu de distribuer un intérêt chaque année de 6 millions et demi de livres à l'investisseur, on va faire le total multiplié par 5, on aura 34 millions. Sauf qu'on n'aura aucun déboursement, on va pas débourser des intérêts pendant la période. Vous voyez? C'est pour ça que le fait de mettre en place l'obligation zéro coupon est possible. Il n'y aura pas de flux, il y aura un flux de 166 millions au départ, il y aura un flux à la fin de 200 millions, mais c'est tout. Et il y aura le flux de 34 millions qui va représenter les intérêts, qui sont la capitalisation, pardon, c'est fait au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est pour l'obligation zéro coupon. On voit donc que la salle des marchés le structureur, pardon, a déjà fait un bénéfice de 34 millions de livres. Ensuite, on va passer à l'option, parce qu'il y a la partie risquée aussi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a dégagé déjà un bénéfice de 34 millions. Mais dans le programme, on a aussi une option. On va acheter un call. Mais au lieu d'acheter un call où on va dépenser tout notre bénéfice, hein, voilà, les 34 millions, on va acheter un call de 25 millions. La prime de l'option sera de 25 millions seulement. D'accord? Donc, le structureur achète une option 5 ans, fournie par le trader option de la salle des marchés, pour un notionnel de 200 millions de livres sur le FTSE 600. Il va le payer, la prime, ça va être 12,5% du notionnel. Et ça va représenter donc 25 millions. Ça, c'est de l'argent que le structureur va dépenser. D'accord? Donc, si on regarde après à l'échéance 5 ans, étant donné que le desk de financement va récupérer 34 millions et qu'on a payé l'option 25 millions, on fait un bénéfice de 9 millions de livres. Voilà. Donc, c'est exactement comme le swap de taux d'intérêt de tout à l'heure, là, on met en place le programme. À la mise en place du programme, on dégage déjà un profit. Vous voyez? Et on voit que en fait, le structureur ne prend aucun risque, il prend zéro risque. Tout va consister pour le structureur à trouver le financement. C'est l'équipe de sales qui doit trouver un capital de 200 millions de livres. Vous voyez? Le schéma que j'avais fait tout à l'heure, c'est 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et pour que ça fasse un capital de 200 millions. Au départ, ils ont 200 millions, hein, mais ils engagent que, sur l'obligation zéro coupon, ils engagent que 166 millions. Et ils dégagent un bénéfice de 34 millions. Vous voyez? Et par contre, ils sont obligés d'acheter l'option. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'investisseur particulier, dans son contrat, il ne voit pas l'option. Il voit pas l'option. Il voit que on lui a vendu une protection de capital. Il met 10 000 aujourd'hui. Dans 5 ans, il va récupérer 10 000. Donc, il ne perd pas d'argent. Voilà. En fait,
c'est trop compliqué pour la salle d'expliquer ce que c'est qu'une option. Pour des gens comme nous, on a travaillé dessus, au fur et à mesure, on voit ce que c'est, mais pas un investisseur particulier, on ne peut pas lui expliquer que ça serait un peu trop risqué du point de vue argument de vente. Voilà, donc ça c'est pour l'obligation structurée. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, on lui dit l'objectif vraiment principal de ce produit, c'est la protection du capital. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, mais je suis passé très vite, il y a la petite cerise sur le gâteau où si le FTSE il dépasse 8000 points dans 5 ans, on va te donner un peu d'argent en plus. Tu vois, il faut quand même attirer le chaland parce que sinon... mais là où je suis vraiment 100% d'accord avec toi, c'est que si ça n'apporte rien, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Mais ça, je l'expliquerai tout à l'heure, j'en avais parlé déjà, mais en fait, ces exemples ils sont issus du livre de Terry Duhon qui s'appelle How the Trading Floor Really Works. Et j'ai fait la même réflexion que toi au début, j'ai dit attends, vaut mieux, on peut toujours faire, justement le fait d'avoir une obligation structurée, on peut faire un équilibre. On peut donner une jauge pour dire oui, si je prends plus de risques, ça va me rapporter plus. Si je prends moins de risques, ça va protéger mon capital. Mais sur cet exemple-là, le structureur ne prend pas de risque. Il dit, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'ils disent dans le livre, l'investisseur particulier, on va pas l'éduquer. On va pas l'éduquer parce que il faudrait monter un module de formation, il faudrait vraiment lui expliquer que c'est qu'une option, etc. Donc c'est trop complexe, c'est un peu risqué commercialement. Donc on lui dit juste ça. Mais encore une fois, tu as tout à fait raison, je suis d'accord. Alors, après. Donc là, après, on a la structure complète du produit. Hein. Donc, on a l'investisseur particulier, tout à fait à gauche. C'est lui qui apporte les 200 millions de livres, d'accord ? Le desk structuré, lui, il va acheter l'option. Ensuite, donc le desk structuré, c'est le structureur. Hein. Vous voyez, il faut bien voir, rappelez-vous du schéma que j'avais montré tout à l'heure, le schéma où il est central, là. Vous voyez, structureur action, il est central. Là où c'est un peu bizarre, c'est que ils travaillent tous dans la même équipe, mais c'est le bénéfice du structureur dont on parle. Les 9 millions, c'est le structureur qui, en montant ce produit-là, qui fait ce bénéfice-là. Et vis-à-vis du trader option, il achète le call au trader option, donc il paye 25 millions de livres. Vous voyez ? Par contre, étant donné qu'on a dit tout à l'heure qu'il dégage 34 millions de livres, parce qu'en fait, il met que 166 millions au départ, et en fait, alors qu'il a 200 millions dans sa poche, voilà. Donc, si on prend 200 moins 166 moins 25, on obtient bien 9 millions de livres. Donc, voilà. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'obligation structurée est tout de suite bénéficiaire dès le départ. La salle ne prend aucun risque et dégage un bénéfice tout de suite. Voilà, donc voilà, voilà, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Hein, on redétaille le calcul, mais c'est le calcul de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va parler du sales. Alors là, c'est une structure la structure de ce chapitre-là est très différente. On va parler seulement de la relation qu'il a. En fait, il est central, il est le seul à être en contact avec les investisseurs, avec les clients de la banque, mais il est en contact aussi avec le trader. Donc il est au milieu. Il faut qu'il ait des capacités relationnelles hors normes pour attirer le client, mais aussi pour que le trader soit d'accord pour lui faire un prix donc, pour le niveau qu'il veut. Vous voyez, c'est pas simple. Alors, comment se rémunère le sales ? Ah voilà, j'ai eu peur. Comment se rémunère le sales ? On a vu que le business plan du trader, c'est bid, offer et spread. Bid moins offer, ça donne le spread. Ça, c'est comme ça que le trader fait son profit. Par contre, le sales, en fait, c'est mid moins bid. Il va toucher que la partie mid moins bid. Parce qu'il faut qu'il se rémunère. Sur sa partie variable, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'il se rémunère. Vous voyez ? Ensuite, donc là, on va commencer à parler de balance. Sur le tableau du haut, on a un PNL.
d'accord, on voit que le PNL est élevé. Le sales doit faire la balance entre le profit et le client. Le profit, imaginez que c'est le trader. Le trader, il dit, bon, sur cette opération-là, il y a beaucoup de volatilité, il n'y a pas beaucoup de liquidité, moi je prends aucun risque, je mets un très gros spread, d'accord? Le client, il va dire quoi? Il va dire, non, ton spread est trop élevé, moi ça ne m'intéresse pas, revois ton prix et reviens me voir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il avantage le client. Bon, il veut faire du volume, hein, il est là pour avoir de la clientèle. Il avantage le client et il fait un petit spread. Là, le profit, évidemment, va s'effondrer et le client va être content, mais la salle des marchés va pas faire vraiment de profit. Donc voilà, donc il faut que le sales, c'est vraiment son travail. Il faut qu'il fasse le juste équilibre entre sa relation avec le trader et sa relation avec le client. Maintenant, on va voir différents scénarios de ce qui peut arriver. Voilà. Donc, premier cas d'un scénario, on a le trader resserre son spread. Le sales a eu suffisamment d'influence sur lui et il lui dit, écoute, il faut qu'on fasse des affaires avec ce client-là. Donc, l'intérêt du sales, il veut faire du volume. S'il offre des petits spreads, bien entendu, le client va être super content. Par contre, l'intérêt du trader, c'est un peu antagoniste, mais il veut sécuriser son profit. Mais dans ce cas-là, on voit que le scénario est inéquitable pour le trader. Un client veut un marché d'$1 milliard de bons du trésor. La cotation initiale du trader, c'est 100 avec un bid à 16 et un offer à 17, d'accord? Et le spread est de 1. Sous l'influence du sales, il va refaire une autre cotation. Il fait 100 à 16,25 et 100 à 16,75. Vous voyez que son spread a diminué de moitié. Là, pour lui, c'est... Bon, voilà, il peut faire une perte. Son but, c'est de faire un profit, là, il peut faire une perte. Voilà un premier cas de scénario qu'on peut trouver. Deuxième scénario, on est sur ce qu'on appelle des données non observables. En fait, si vous avez, je sais pas, vous avez sans doute eu l'occasion de voir déjà des cotations, quand vous voyez les cotations du CAC 40, d'une action, etc. Vous voyez la cotation sur le bid, le ask, voilà. Si vous trouvez ça veut dire que les données sont observables. C'est-à-dire que tout le monde peut se faire une opinion des prix qui sont pratiqués un jour donné sur le marché. Quelquefois, les données sont non observables. Donc, au lieu d'être en mark-to-market, on est en mark-to-model. Et là, ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas de référence, il n'y a aucune référence sur le marché, le trader, il peut fixer le prix qu'il veut. Voilà. Donc, scénario inéquitable pour le client. On est sur un prix non coté. Le client va acheter des produits sur mesure ou structurés. Ils ne sont pas cotés sur les écrans. Le client ne demande pas à une autre banque de fixer le prix de la structure. Ce qu'en fait il devrait faire, parce que là en fait on est vraiment sur un cas extrême. Il devrait quand même, je pense le client il devrait quand même consulter plusieurs banques pour avoir au moins une idée d'un prix. Bon, on va dire qu'il ne le fait pas. Et donc le trader, en sachant ça, il fait le profit qu'il veut. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sales et le trader, et le sales va poser la question au client, est-ce que vous avez consulté d'autres banques? En fait, le terme c'est, est-ce qu'on est en compétition? Voilà. Est-ce qu'on est en compétition avec une autre banque ou on est les seuls à qui vous avez demandé le prix? Là, on voit vraiment que pour le client, c'est un peu l'horreur. Ensuite, un autre scénario. Le sales, il doit connaître la structure d'actifs de son client. Ça, c'est vraiment, là, on voit son professionnalisme. Il doit savoir, donc en consultant son client, qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille. Voilà. L'intérêt pour le client, c'est que le sales, quand on va venir le voir, il va proposer des opérations qui sont en adéquation avec son portefeuille. Il ne va pas lui proposer des choses sur des actifs qu'il n'a pas. Par exemple, si on regarde la première ligne, il a des obligations d'État des États-Unis et d'Europe. Il ne va pas lui proposer des obligations d'entreprise, parce que ça n'intéresse pas le client. Sa maturité cible est de 5 ans. Il va proposer des obligations à 5 ans, parce que c'est ce que préfère le client. Il est long et court et mise souvent sur une grande quantité d'argent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a regardé le bid offer, la structure du trader, en fait, ça s'appelle long et court, ça veut dire two ways. Quelquefois, le client peut juste demander « je veux acheter ». Quelquefois, il dit
je veux vendre. Il dit, et là, en fait, ce client-là, il est bien parce qu'il demande les deux. Il demande, je veux acheter, je veux vendre, faites-moi un prix pour acheter et vendre. Donc, donnez-moi un bid pour ma vente et donnez-moi un offer pour mon achat. C'est bien parce que le client est très actif, il vient d'avoir 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc pour le business c'est intéressant, et à chaque fois qu'il trade, il trade pour des volumes de 1 milliard de dollars, d'accord? Donc ça c'est sur la partie obligation. Sur la partie action, voilà, pareil, de la même façon, il a des actions de petites et moyennes entreprises américaines, son rendement cible est de 6%, pareil, il est long et court, il demande two ways. Il est long et court et il demande une grande quantité d'argent. Et pareil, il vient d'avoir 200 milliards d'actifs, il vient d'avoir des clients pour des actions pour 200 milliards. Voilà. Donc là, on voit vraiment, ça c'est la colonne vertébrale pour le sales. Vous voyez, c'est vraiment du relationnel, c'est du pur relationnel. Ensuite, là, on voit aussi un scénario extrême. Il y a des clients qui sont extrêmement méfiants. Vous voyez, pour eux, la salle des marchés est juste là pour offrir un service. On n'est pas copains. Vous êtes là pour donner des informations, bid, offer, et c'est tout. Donc, les bonnes relations, c'est que le client coopère avec le sales, il prend son téléphone, il discute avec lui de l'état du marché, de ce qu'il aimerait faire comme opération, quel niveau de prix vous pouvez me fournir, etc. Donc, si on regarde ligne par ligne, les bonnes relations, un client coopératif, il a des relations personnelles avec le sales, dans différentes banques, d'accord ? Donc il va être ouvert au business parce que le sales il va le sonder pour savoir alors en quoi vous êtes intéressé aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez avoir comme produit. La mauvaise relation, c'est que il ne développe pas de relation personnelle avec les sales. Lui il est là, voilà, bon, donnez-moi un prix, point. Vous me donnez un prix et c'est tout. La deuxième ligne, échanger des points de vue sur le marché. Donc ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des points de vue sur le marché et discuter des différentes idées de trading. Quand un sales a des clients comme ça, c'est formidable. Ils discutent avec lui, au bout d'un moment, ils font affaire. Vous voyez, c'est parce que il y a un échange entre les deux. Il y a un échange, on peut discuter d'une idée de trading et tout d'un coup, tiens, donne-moi un prix pour tel produit, par exemple une option exotique, quelque chose comme ça. La mauvaise relation, il considère vraiment que le sales est un guichet. Voilà, donnez-moi ça. Pour maintenant, tout de suite, etc. Après, la troisième ligne, c'est souvent demander un marché à sens unique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le two ways, long et court. Le problème, c'est que y a des clients qui font confiance aux sales et aux traders indirectement, et donc ils vont nous demander acheter et vendre. Et donc du coup, il va demander acheter et vendre. Donc, en fait, il va demander un marché à sens unique, soit uniquement à l'achat, soit uniquement à la vente. Mais ça peut mettre la puce à l'oreille au trader. Il dit, tiens, c'est marrant, il prend des positions longues sur telle action, ça va monter déjà, et puis c'est peut-être une opportunité de business pour le portefeuille du trader lui-même. Vous voyez ? Par contre, donc après, sur la troisième ligne, toujours demander des marchés dans les deux sens. Voilà. Donc le client, il veut pas dévoiler ses intentions. Il demande acheter et vendre, mais finalement, il va peut-être que acheter. Il va pas vendre. Il va demander que acheter. C'est-à-dire que il demande déjà, dans un premier temps, il demande un bid et un offer. Ok ? Après, quand il a le bid et le offer, c'est à ce moment-là seulement qu'il va dire oui, voilà, j'achète tant, je vends tant. Vous voyez ? Ensuite, la quatrième ligne, opération rarement concurrentielle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le client, il va toujours demander à plusieurs banques. Donc là, il est concurrentiel. S'il s'adresse uniquement à la salle des marchés, ici, on est dans un marché non concurrentiel. Troisième ligne, voir la partie banque de l'équipe. Il vient dans la salle des marchés. Donc là, on est vraiment dans une relation de confiance. On va lui présenter le trader. Normalement, il n'a pas de contact avec lui. On vient lui présenter le trader. Il parle avec l'équipe. Il est dans la salle des marchés. Voilà. Là, on est dans une relation optimale. Bon, pour la mauvaise relation, il viendra jamais. Pour lui, non, c'est même pas imaginable. Après, sur la dernière ligne, sont heureux pour une banque de faire de l'argent sur leur métier. Le client considère vraiment que le sales est là pour offrir un service. Voilà. Il est là pour offrir un service, donc
la rémunération du sales que je t'avais dit tout à l'heure, la bid moins bid, pour lui c'est normal d'avoir cette rémunération-là. La mise en place d'une opération complexe. Donc, je vais essayer de résumer la situation. On a déjà vu comment est faite une option tout à l'heure, d'accord? La partie exotique en fait de cette option, c'est que sur la partie paiement, vous voyez la partie paiement là, si le FTSE est égal ou supérieur à 8000 à date d'échéance, l'acheteur de l'option reçoit 5 millions de livres. Sinon, l'acheteur reçoit 0 livres. C'est que ça marche en fait comme une option binaire en fait. C'est comme une option binaire. Et en fait, l'acheteur de ce produit-là, il va gagner 5 millions de livres de bénéfices. Vous voyez? Il a mis 10 millions, il va gagner 5 millions. À cause de cette petite particularité. Et c'est en ça que c'est exotique. Voilà. Sinon, pour le reste de la structure, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà. Des questions à ce niveau-là? Ensuite, alors là, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment les échanges qu'il peut y avoir sur une opération complexe. En fait, en résumé, tout le monde est désavantagé. D'accord? Le client, il veut faire une option exotique, mais il n'a pas de prix, il ne sait pas très bien comment ça va être structuré. Le trader, il trouve que le sales gère mal son client parce qu'il fait toujours des allers-retours pour demander redonne-moi telles informations, redonne-moi telles informations. Et le sales, lui, il a l'impression d'être incompétent parce qu'il est toujours en train d'être en contact avec son client pour des ajustements. Donc le jour numéro 1, il n'est pas d'accord, le client n'est pas d'accord avec la maturité. Bon, il va demander au trader, fixe-moi un nouveau prix. Le jour numéro 2, le client veut revenir avec une maturité 5 ans, alors qu'il est à 4 ans et demi. Voilà. Donc le trader il commence à s'énerver, il dit mais le client il veut faire affaire ou pas? Donc après le jour 3 c'est la même chose. Hein. À la fin le trader dit bon on perd du temps là, est-ce qu'il est sûr au moins qu'il veut faire affaire? Vous voyez, ça c'est vraiment du relationnel. Le quant. Donc le quant en fait il est là pour faire des modèles pour les traders. Il va faire 2 modèles, des modèles de risque et des modèles de prix. Vous voyez là. Donc pour aller vite, en fait, quand il fait des modèles de prix, quand les prix sont observables, c'est très facile pour lui de déterminer un prix. Quand les prix sont non observables, ça devient difficile. Là, il faut il tienne compte de vraiment sa compétence. Donc là, le niveau 3, là, liquidité, il n'y a pas de liquidité, on est en mark to model, on n'est plus en mark to market. Vous voyez, l'option sur action exotique, on est en mark to model. Il n'y a pas de cotation électronique sur le marché. Ensuite, là, en fait, le quant, il faut qu'il fasse un modèle de gestion de risque. Là, j'ai pris un modèle extrêmement simple. J'ai pris une VAR à 95%. Donc, on voit que la dernière ligne, les prix bougent de plus de 0,2%, 5% du temps. Donc, 95% du temps, on perd pas d'argent, mais 5% du temps, on fait une perte. On peut faire une perte de 200 000, vous voyez? C'est vraiment la VAR historique, hein. C'est une explication de la VAR historique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, normalement, on n'a pas que la courbe en cloche là, mais on appelle ce qu'on a le skewness, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des événements qui sont improbables, à gauche ou à droite, pour déterminer vraiment si on fait un profit ou une perte. Voilà. L'analyste, c'est pareil, hein, il est là pour... par exemple, il va donner des recommandations d'achat ou de vente. Voilà, c'est juste ça. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Il est là pour recommander des achats ou des ventes. Le métier du primaire, donc l'originateur ou le syndicateur, en fait, ils sont là pour chercher de la clientèle, mais sur la partie primaire. Voilà, donc je voudrais rendre un hommage vraiment vibrant à cette personne, là, Terry Dionne. Cette personne, en fait, c'est elle qui a écrit ce livre sur lequel je me suis inspiré. En fait, là où c'est formidable, c'est que quand on lit le livre, on a vraiment l'impression d'aller dans la salle des marchés à côté de la personne et voir avec cette personne-là comment le produit est structuré, est monté, etc. Voilà, c'est terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, merci d'avoir assisté et puis à une prochaine fois.